amis amoureux d'un livre mille idées, bienvenue dans ce nouveau numéro qui va vous parler d'un livre très intéressant comme toujours d'habitude. Aujourd'hui nous parlerons d'Empreinte. Empreinte est un livre qui a été publié récemment aux éditions Feuille-Folle, ici à Lubumbashi. Et l'auteur de ce livre n'est tout autre que Maryse Mandaïla, avec laquelle nous allons devoir échanger autour d'Empreinte, autour de la littérature. Bienvenue à tous. Et surtout, Maryse, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marc, merci pour l'invitation. Alors, Maryse est écrivaine. Elle n'a pas produit que Empreinte, il y a Annualité, il y a aussi la nouvelle Elikia. Alors, avant qu'on aborde Empreinte, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu d'Annualité. En quelques lignes, de quoi parle Annualité? Voilà, Annualité, c'est mon tout premier roman. C'est un roman qui retrace les récits d'une jeune femme vivant sur les rues de Lubumbashi. Elle était un enfant de la rue, comme on le dit couramment ou vulgairement. Donc, c'est plus parler de ses parcours, de ses objectifs, de ses visions et de tous les problèmes qu'elle a vécu tout au long de sa vie, au fait. En même temps, c'est aussi parler de ses objectifs, de sa vision à elle du monde, de ce que représente la vie de Lubumbashi pour elle. Et un autre petit mot sur Elikia, une nouvelle que je conseillerais aux téléspectateurs, à mes auditeurs de lire, très bonne nouvelle que moi j'ai lue dans le recueil écarté, 2-3 mots sur Elikia. Voilà, Elikia est née d'un appel à texte par les lectures étoilées et Feuille-Folle. Après, l'objectif c'était d'écrire sur les réalités de la ville de Lubumbashi ou des réalités congolaises. Et moi, je me suis demandé ce que je voulais écrire bien parce que j'ai jamais écrit des nouvelles, j'ai jamais écrit une histoire. Alors, une histoire trop courte en fait. Alors j'ai écrit sur Bongonga et sur la réalité j'ai créé ou posé un enfant dans les avenues de Bongonga pour essayer de parler de c'est quoi sa réalité à elle, sur les violences sexuelles et les abus faits aux enfants. Alors déjà, on va revenir en Empreinte. Il y a un critique littéraire, Daniel Berger, qui disait que pour lui, quand un livre est produit, il est entre les mains des lecteurs, donc chaque lecteur peut trouver un titre à ce livre. Ouais. Moi, j'en ai trouvé un que je ne veux pas tout de suite dévoiler. Non, il faut me dire. Empreinte. Et il y a une question que je te poserai, c'est celle de savoir pourquoi Empreinte et non, par exemple, la bataille dans la mine de Kawama, par exemple. Pourquoi Empreinte? Voilà. Empreinte, c'est plus des questionnements. C'est quelque chose qui m'était trop personnel, que je voulais sortir, qui bloquait en fait. Après la sortie d'Annualité, je me suis posé la question sur quoi je voulais écrire et qu'est-ce que je voulais transmettre. C'est quoi les messages cette fois, c'était quoi l'objectif et les défis que je me fixais. Alors pour moi, c'était chercher ma marque en fait. Qu'est-ce que je dépose, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je représente. Et c'est comme ça que j'ai pensé directement à Empreinte. C'était comme, comment on peut dire, un feu en fait, une lumière qui s'allume dans un coin très noir et qui commence à briller. C'est comme ça que j'ai pensé à Empreinte. Et après, Empreinte représente la vie dans les mines des enfants, des femmes et leur réalité en fait. Donc Empreinte, c'est aussi l'empreinte de Maryse sur mais oui, toujours, on essaye de mettre une part de nous, une moitié de nous dans ce que nous créons. Et quand on parle de l'art, c'est nous en fait. Et il y a la dédicace qui me rappelle un peu celle de Nkoli Jean Boufané. Mais celle-ci, elle est unique à son genre. Elle dit à toutes les femmes qui travaillent dans les mines, ainsi qu'à celles qui sont à la recherche du quotidien. Donc on pense à toutes ces femmes battantes qui circulent les villes, les rues, ça et là, à la recherche d'un tout petit peu. Non mais écoutez, toutes les femmes sont battantes, toutes les femmes. Alors pour moi c'était une façon de représenter la femme, c'était ma façon à moi de lire la femme, bien que je sois une femme aussi. Donc alors en écrivant cette dédicace, c'était pour rappeler que chaque jour les femmes sortent, chaque jour les femmes se réveillent, se battent et continuent à se battre pour créer une vie. Chaque jour les femmes essayent d'être une meilleure version de ce qu'elles étaient avant hier ou hier. Et quand elles se réveillent avec des nouveaux objectifs, avec des obligations qui sont là depuis toujours. Et c'est comme ça qu'elles avancent en fait avec un rythme qui est parfois lent, parfois rapide.
Mais cette dédicace, c'était plus pour dire que voilà, à vous les femmes, surtout à ma mère. Parce que ces livres, je les écrits avec ma mère, en les créant ou en les concevant, c'était elle en fait qui était le cerveau pilote après l'idée. C'était elle qui me disait non, voilà, tu vois, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis après, elle m'a dit non, tu vois, ces genres de situations, il faut les créer comme ça. Et pour ça, en tout cas, je dis merci à ma mère, qui est une femme, une très grande femme pour moi. Et puis après, je dis aussi merci à toutes ces femmes qui se réveillent chaque jour, qui s'y battent et qui avancent dans la vie malgré leurs difficultés. Et il y a une particularité que l'on retrouve chez Maryse, c'est avec les titres. C'est généralement des titres très courts, très brefs, empreinte, annualité, Elikia. Je sais que Elikia, il y a un deuxième titre que je ne vais pas dire parce qu'il faudrait qu'on reste dans cette particularité-là. Oui, oui. C'est quoi la logique derrière la particularité? Est-ce que c'est une forme d'empreinte de Maryse? Avec mes titres, c'est compliqué, c'est difficile à expliquer. Voilà, pour mes titres, empreinte, annualité, Elikia et tout les restes, ou Brut encore, qui est un projet, moi j'estime que c'est facile de dire beaucoup de choses en un seul mot que de dire des longues phrases, des longs mots pour ne dire qu'une seule chose. Et c'est comme ça que pour moi, empreinte représente beaucoup trop de choses, un très grand univers, mais qui est juste décrit ou représenté par un seul mot, empreinte. C'est la même chose pour annualité, qui représente beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de difficultés, mais qui est juste prononcé comme ça, annualité. C'est la même chose pour Elikia aussi, qui signifie espoir. Pour moi, c'était quoi ces mots? En swahili, ça représentait quoi et tout. Et en les mettant comme titre, ça représente beaucoup de choses pour moi. Et est-ce qu'aujourd'hui, Maryse peut dire que ses études de droit influencent d'une certaine manière son écriture à un certain niveau? Parce que moi, en lisant, je me suis aussi questionné sur certaines conversations, par exemple dans Empreinte, des conversations de Steve et Gola. Il y a un certain niveau, ce n'est pas certes au premier plan, on a comme l'impression que c'est au deuxième plan, il y a des questions qui virent parfois vers les juridiques. Est-ce que c'est cette empreinte-là des études juridiques de Maryse qui influence par moment son écriture? Déjà, qu'est-ce que je peux dire là? Tout enfant, déjà, j'étais attirée par les études ou tous les concepts juridiques et tout. Et puis après, j'ai pensé qu'il fallait changer, mais mon père a dit non, puisque voilà, tu aimes et tout, tu dois y retourner, tu dois continuer à fond et tout. Et alors, j'estime que pour moi, les études que j'ai eu à faire, mon parcours a impacté plus mes choix aussi d'écriture, mon style d'écriture, mais en même temps aussi mes choix de vie. C'est que quand j'écris, j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études aux humanités de latin philo. Quand j'écris, il y a des choses qui reviennent, mais je ne veux pas qu'on sente que voilà, elle a vraiment fait des études de droit, c'est pour ça qu'elle met ça à tout moment dans ses livres. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est apporter quelque chose de nouveau, de fluide, de limpide, qui ne soit pas compliqué ni pour moi, ni pour mes lecteurs. Moi, ça me fait penser à Gray. Quand vous lisez Gray Quentin, si vous ne lisez pas la 4e de couverture, c'est difficile que vous sachiez qu'il est médecin. Okay. Parce qu'il y a une façon de raconter qui est propre à lui, une façon de narrer. Par moments, vous dites, mais est-ce que c'est un homme de droit? Est-ce que c'est un homme d'être? Est-ce que c'est un historien? Cette particularité-là. Et est-ce qu'en écrivant Elikia, en écrivant Empreinte, en écrivant Annualité, on sent que... J'aimerais reprendre une phrase de Kerry James. Kerry James, lui, dit souvent qu'on ne peut pas prétendre faire du rap sans prendre position. Okay. Donc, il s'est dit rappeur engagé. Moi, je pense aussi qu'on pourrait peut-être transposer cette pensée de Kerry James à la littérature. On ne peut pas faire de littérature sans prendre position. Est-ce qu'aujourd'hui, Maryse prend position en écrivant Empreinte, Annualité ou même les autres projets qui sont en cours? En vrai, quand j'écris, c'est pas avec l'objectif de prendre position. J'ai un problème avec le fait qu'il faut plus supporter l'autre ou choisir l'autre que ne pas choisir l'autre et tout. Alors je tiens vraiment à ma neutralité. Je tiens au fait que je dois rester libre de beaucoup d'engagements ou de beaucoup d'obligations en fait. Et quand on prend position,
c'est qu'on décide de prendre par exemple la charge de 10 000 personnes, 20 000 personnes sur ses épaules, alors que c'est pas facile à porter. C'est pas facile à représenter, à se dire que voilà, je suis la tête et les autres doivent nécessairement suivre mon exemple, mais après c'est quelque chose qui est très intéressant quand on veut choisir, mais après c'est que est-ce que je veux choisir moi? J'ai choisi ce qui m'est bien, ce qui me fait me sentir à l'aise, ce qui me permet de m'épanouir, mais je peux pas prendre le poids de quelqu'un d'autre sur moi. Ah, donc Maryse prend position de ne pas prendre position. Mais oui, on a toujours des choix de ne pas choisir. Et est-ce que aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, notamment il y a un mouvement qui naît, féminisme. Est-ce que Maryse, c'est cette autrice féministe qu'on a, chaque fois qu'on lit Maryse, quand on la rencontre, est-ce que c'est une autrice féministe? Voilà, j'ai un problème avec ces mouvements, les féminismes et tout. Je ne sais pas vraiment dire que je suis féministe, non, je ne le suis pas. Au contraire, je suis très intéressée par la question des femmes. Je suis très intéressée aussi par la question des hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent, mais aussi, il y a aussi les hommes. Et quand j'écris, c'est pas dans l'objectif de me dire que voilà, je tiens vraiment la femme je tiens à mettre la femme devant, mais c'est juste tenir à mettre ses côtés humains, mettre l'homme et la femme qui sont tous représentés par humains et tout. L'objectif, c'est de pouvoir rappeler que voilà, nous avons des émotions, nous souffrons, nous avons des sentiments, mais les femmes comme les hommes, nous sommes tous devant ces genres de problèmes. Ce sont des choses que nous rencontrons chaque jour et tout. Alors, répondre à la question de dire que je suis féministe, non, je ne le suis pas. Maryse fait partie de ces rares jeunes femmes de Lubumbashi qui sont présentes sur la scène louchoise. S'il faudra en citer, elles sont à compter au bout de doigts. Et c'est un constat. Observe qu'il y a quand même un paradoxe parce que les femmes sont présentes dans des activités, notamment, tu as parlé de lectures étoilées tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui viennent aux lectures étoilées, qui participent à plusieurs ateliers organisés, mais qui sont comme timides par rapport à s'élancer dans les métiers de l'écriture. Dans le slam, on voit quand même des femmes qui sont slameuses, ça se voit. Il y a des femmes qui sont poétesses, qui écrivent énormément, on le voit à gauche et à droite. Par rapport à cette observation, Maryse, tu observes, tu es femme, tu observes, qu'est-ce que tu peux donner comme avis? Qu'est-ce qui fait qu'il y a trop peu de femmes qui écrivent à Lubumbashi? Et qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied pour essayer de remédier à cela? Déjà, je n'ai pas de solutions à apporter. Mais par contre, ce que je dirais que, bien sûr, en arrivant sur la scène de la culture louchoise, artistique et tout ça, j'ai trouvé beaucoup de femmes. J'ai trouvé beaucoup de femmes, j'ai découvert des femmes slameuses, des femmes poétesses, des femmes écrivaines et tout. Mais j'estime que dans les choix de la littérature, de l'écriture et tout, ça doit être par rapport à chaque personne. C'est une question de s'assumer, c'est une question de liberté, mais aussi c'est une question de défi. De se dire que voilà, est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je suis prête à vivre cette vie d'écrivaine et tout? C'est quoi l'impact, la conséquence de tout? Les conséquences de tout ce que je choisis aujourd'hui, après. Est-ce que j'assume? Est-ce que je vis? Est-ce que je suis libre et tout? Mais après, c'est une question d'ouverture personnelle. C'est une question de sortir de sa zone de confort, comme Némi l'a dit. C'est une façon de se dire que voilà, est-ce que je veux me réaliser en tant qu'écrivain? Cette fois-là, c'est de se dire, ok, je me lance, j'envoie mon premier texte. Si on le refuse, on le refuse, mais je n'arrête pas, je ne laisse pas tomber, je continue, je vais renvoyer un autre texte jusqu'à ce que j'aurai une réponse. Et puis après, c'est qu'il y a aussi une question des jugements. C'est que voilà, ça c'est une écrivaine, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu ressens? Quand on te voit, qu'est-ce que tu représentes quoi qui impacte, qui dit que voilà, ça vaut la peine de te découvrir. J'estime que c'est important pour chaque personne de défendre ce qu'on est, mais aussi pour chaque femme de se dire que voilà, si je veux écrire, je veux produire quelque chose d'artistique, je veux devenir artiste, c'est de prendre sa charge en fait. C'est de prendre, de s'assumer, c'est de dire que voilà, mon nom, j'ai les mets en gage, et après, si je vais les récupérer avec beaucoup de blessures, ou si je vais les récupérer avec beaucoup de fierté et d'honneur, mais on fonce jusqu'à la fin.
Donc il y a un très lourd fardeau à porter, à s'assumer en tant que Non, mais après, c'est pas un très lourd fardeau, c'est juste vivre. Mais après, il y a la question des professionnelle et la question personnelle. C'est quoi c'est la lecture qu'on fera de toi par ta société, par exemple, par ta famille, par les gens avec qui tu vis. Est-ce que tu as des personnes qui sont prêtes à t'accompagner? Est-ce que tu as des personnes qui sont prêtes à miser sur toi et à se dire que voilà, elle peut faire quelque chose, et donc là. Et puis après, c'est est-ce que toi-même tu te sens prête à avancer? C'était des questions qui viennent et que j'ai eues personnellement. C'est pas que ce sont des questions qu'on m'a posées, mais ce sont des questions que je me suis posées à moi-même. C'est quoi? Je me réalise comment? Je m'assume comment? J'y vis comment? Et c'est comment je trace ma route en fait par rapport à tout ça. Avant de se lancer dans l'écriture, Maryse a été et est toujours lectrice. Quels sont les auteurs qui ont impacté la vie des lectrices de Maryse? Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je vais commencer par Valérie Fitzgerald, qui est un Anglais, mais qui a écrit Les Émindar, une histoire sur l'Inde et la colonie indienne et tout. Et puis après, il y a l'autrice de Twilight, qui est un roman que j'ai trop apprécié, que j'apprécie toujours et que je lis toujours grave à fond. Et puis il y a beaucoup d'autres autrices en fait qui m'ont influencé, mais aussi des auteurs. Il y a comme Stephen King, et puis j'ai découvert d'autres auteurs après, comme Frédéric Becbédé, je ne sais pas prononcer trop son nom. Et puis il y a eu tellement d'autres auteurs, mais certains que j'ai oubliés. Écoutez, j'ai tellement lu, tellement lu que seulement, c'est pas dire que je invente de ma lecture ou de mes lectures, seulement il y a certains auteurs que j'oublie, mais dont je garde l'histoire en tête. Et s'il y a un livre qu'aujourd'hui Maryse peut conseiller à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, un titre d'un livre que les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent chercher et le lire. Voilà. Par rapport aux livres à conseiller, c'est compliqué parce que dernièrement j'ai découvert tellement de livres que je ne sais pas dire lesquels. Mais je dirais, pour quelqu'un qui a besoin de s'aventurer, de découvrir la vie de Lubumbashi, de découvrir le Congo, de lire Écarté, la nouvelle Écarté. Et puis après, c'est pour quelqu'un qui a besoin vraiment de lire et de se dire que voilà, je voudrais quelque chose de fort, de puissant, quelque chose qui me touche, qui m'impacte, je lui dirais de lire combien de livres? Il y en a plein que je peux recommander, mais après il y a des livres qui doivent sortir et tout. Seulement je ne sais pas dire quel livre parce qu'il y a... Alors, parmi tes modèles, un exemple, un titre, parmi tes modèles. Parmi mes modèles, il y en a combien? C'est beaucoup en fait. Actuellement je suis sur Agatha Christie, mais j'ai oublié l'œuvre en fait, des titres de l'œuvre. Après, je dirais aux gens de chercher à lire L'amour, j'ose en parler, de Bécabel. Et puis, je dirais quoi d'autre? De chercher les livres, comment ça s'appelle? Avec le collectif Mère Royale. Ah, Mère Royale. Recueil des poèmes. Oh, oui, les recueils des poèmes. Oui. Le titre est reparti. Ok. Donc, il y a tellement de livres qui sont arrivés dernièrement sur la vie de Lubumbashi, des livres qui sont graves à fond, sur même les thèmes exploités sont des thèmes qui te font sentir toi, qui te fait t'identifier à ce que l'auteur a voulu transmettre. Et on va maintenant virer dans un autre sens, peut-être à 360 degrés. On va maintenant parler... on va parler de la tyrannie de la beauté. Ok. Alors, dans cette tyrannie de la beauté, il y a un extrait dans le livre, la secrétaire qui a tellement d'artifice, qui est devenue blonde. Par rapport à cette caractéristique-là, certes c'est une ou deux lignes qui décrivent cette secrétaire, est-ce que quelque part, il n'y a pas comme une guerre de la beauté dans les têtes des jeunes femmes? Il faut ressembler à tel modèle qu'on a vu sur TikTok ou sur Insta? Bon, je ne dirais pas qu'il faut ressembler au modèle qu'on a vu sur les réseaux. Écoutez, la question de la beauté, c'est une guerre entre les femmes depuis des siècles. Seulement, je ne saurais pas dire aujourd'hui c'est quoi. Pour moi, j'estime que c'est bien d'être ce qu'on est, d'assumer ce que je suis et tout. Si je veux me maquiller, je me maquille. Si je veux avoir des locks, j'ai des locks. Si je veux mettre des plantes et tout, seulement j'estime que quand
quand on met tous ces artifices-là, pour certaines personnes, on a des messages à passer. Mais pour d'autres, on veut juste être belle. Après, être belle, c'est quoi pour chaque personne? Pour moi, c'est quoi? J'assume ma beauté, je vis ma beauté et comment j'incarne ce que je suis. Et par rapport à la question des beautés, cette secrétaire qui s'est faite toute blonde et tout, c'est son choix en fait. C'était ma façon, moi, de dire que voilà, sur la ville de Lubumbashi, il y a des noirs qui sont rousses, il y a des noirs qui sont, comment on dit, jaunes ou oranges, je ne sais pas trop, mais qui savent se déterminer ou se décrire par rapport à leur style des coiffures et des cheveux. Et il y a un questionnement aussi sur la jeune femme qui se questionne à un certain moment entre cette vie, elle est comme tiraillée entre la vie de mère, entre tout ce qui tourne autour. Est-ce qu'il y a comme une forme de préparation en famille où les mères elles ont des discussions avec les jeunes filles pour préparer les jeunes filles à cette vie de mère? À l'époque, nos coutumes prévoyaient cela. Mais aujourd'hui, on devient mère plus par l'éducation qu'on a reçue en famille. Qu'est-ce que nous avons vu qui nous donne des exemples pour devenir un jour des parents et tout. Ça détermine aussi notre façon à nous de pouvoir élever nos enfants. Quelles sont les notions que nous leur transmettons et tout. Moi, j'estime que les exemples des familles sont plus importantes dans le fait que nos parents nous donnent une image de ce que nous voulons devenir quand nous serons adultes, quand nous serons parents ou quand nous aurons des enfants. Et j'estime qu'avec Gola ou Mérimée, elle s'est questionnée par rapport à ça parce qu'elle n'a jamais vécu une vie de famille. Elle ne sait pas c'est quoi s'occuper d'un enfant, elle ne sait pas c'est quoi devenir mère, c'est quelle responsabilité qu'il faut prendre. Et puis après, quand tu as un partenaire qui n'accepte pas aussi, ou bien tu ne sais même pas comment l'annoncer et tout, parce que tu ne sais pas c'est quoi votre relation, ça te met dans l'embarras. Et il y a cet extrait que j'aimerais à tout prix lire, une toute petite phrase à la page 14. Ça porte la poisse de voir la nudité de sa grande fille dans ma tribu. Quel est l'impact des valeurs culturelles ou même des valeurs familiales par rapport à l'écriture de Maryse? Est-ce que ces valeurs-là impactent aussi sur ton écriture? En tout cas, ma vie de famille, mes valeurs et tout, sont des choses qui impactent, qui m'inspirent même. Parce que pour moi, j'estime que ce qui est bon, c'est apprendre et ce qui n'est pas bon, n'est pas apprendre. Et après, ce qui n'est pas bon, mais qui t'étouffe, qui t'empêche de sortir, tu dois en parler, tu dois t'émanciper de ça et tu dois sortir ça à l'extérieur pour dire que voilà, ça c'est pas bien, mais j'estime que si moi j'ai vécu ça en tant que fille, en tant que femme, je peux faire en sorte que les autres ne puissent pas vivre ça. Et cette partie-là, c'est plus un chapitre sur les sextapes. Et c'était ce sont des questionnements en fait. C'est de se demander c'est quoi quand on est victime de sextape et quand on en vit au fait. C'est comment on vit cette histoire-là, comment on arrive à sortir de cette chose qui te détruit, qui détruit ta personnalité, qui détruit ta vie de famille, qui détruit ta façon d'être aperçu dans la famille et tout. Est-ce qu'on te supporte, on t'accepte après ce genre de situations? Et moi, j'estimais que parler de ça, parler de la nudité ici chez nous en Afrique, c'est quelque chose qui... ça fait poser beaucoup de problèmes, des questions aussi. Mais après, est-ce que les parents peuvent voir la nudité de leurs enfants? Est-ce que moi, je peux voir la nudité de mes parents? Non. Si moi, je ne peux pas voir ça, ça veut dire que mes parents aussi ne peuvent pas, ça porte la poisse. Et dans ces livres, ça porte la poisse. Elle est partie, ses parents n'ont plus considéré qu'ils avaient un enfant dans la maison. Alors elle s'est retrouvée délaissée à elle-même, elle ne savait plus quoi faire, elle a décidé de s'enfuir parce que pour elle, c'est apporter de la honte. Mais après, est-ce qu'on apporte de la honte? Comment on traite cet enfant ou cette femme qui est victime des sextapes? On la supporte, on l'accepte, on les juge ou on fait quoi? Mais après, c'est des tas de questions. Et j'ai eu ma réponse à moi. Et Maryse, on va vers la fin de ce magazine. Oui. Chaque fois qu'on lit tes œuvres, il y a des tonnes de thématiques qui en ressortent. Effectivement. Et pour ces lecteurs-là qui est à la maison, qui se posent la question, mais comment Maryse fait-elle pour parler de tous ces thèmes dans un seul livre? Parce que le point que tu as soulevé de sextape, ça renvoie aussi à la question de technologie aujourd'hui. Parce qu'on utilise tellement nos téléphones, on est devenu quasiment accro à nos téléphones, nos ordinateurs, à tout ce qui est électronique. Et on voit combien est-ce que ça peut être néfaste. On a vu pour Gola, c'est allé jusqu'à l'utilisation
de, disons, de ces outils électroniques par rapport, on a vu à ce qui s'est passé avec Gola, hein, il y a forcément, c'est pas que Gola, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui avec des personnalités, non, il y a des textes par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une sorte de perversion? On quitte le plaisir d'être en relation avec l'autre, on a besoin de se filmer pour plus tard montrer à d'autres personnes qu'on est capable de réaliser telle ou telle autre chose? Par rapport à cette question, je ne sais pas vraiment donner une réponse exacte, mais moi j'estime que par rapport à la technologie, il faut savoir se limiter, surtout sur l'utilisation. Parce que j'estime que c'est mon portable et tout, mais est-ce que j'ai la permission de prendre des photos, par exemple, des moi et de les transférer à quelqu'un d'autre? Et puis après, c'est quoi que je mets que je remets en cause, au fait, par rapport à tout ça? C'est que moi j'estime qu'il est important de se protéger, de protéger sa vie privée, de protéger son entourage et tout. Et quand on prend certains risques, après il faut savoir les assumer jusqu'à la fin. Après il faut savoir se dire que voilà, j'ai vécu ça, mais est-ce que je me relève? Est-ce que j'ai continué à vivre? Ou est-ce que il y a certaines personnes qui se sont donné la mort à cause de ces genres de choses. Mais il y a d'autres personnes aussi, c'est que après, est-ce que tu as le temps de te pardonner à toi, de pardonner aux autres et de continuer ta vie? Et puis c'est quoi après ton image dans la société? Tu te crées une famille après, ou tu deviens quoi après? Il y a beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Mais personnellement, j'estime qu'il faut savoir maîtriser son utilisation, cette technologie, mais aussi maîtriser son entourage, maîtriser ce qu'on fait aussi sur les réseaux. Alors, il y a tellement de thèmes qu'on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. Le magazine ne dure qu'une trentaine de minutes. Pourquoi tu écris? La question la plus facile et la plus difficile en tout cas. Voilà, j'écris parce que j'aime écrire d'abord. Mais c'est aussi pour moi, pour mon esprit, pour ma psychologie, pour mon développement, mon épanouissement aussi. J'ai commencé à écrire plus parce que c'était une thérapie par rapport à certains problèmes, à certaines situations qui sont arrivées. Mais après, c'est que j'ai continué à écrire pour la passion. J'ai continué à écrire parce que pour moi, il faut sortir ce que je veux dire, ce que je veux dire. Et puis, dire que voilà, si je dis ça, ça règle un problème pour d'autres. Mais aussi, ça règle mes problèmes personnels. Si je suis en colère, j'écris. Si je suis heureuse, j'écris et tout. Et c'est une façon pour moi de créer un coin qui m'appartient, un monde qui est à moi, où je suis Dieu ou déesse, mais je préfère dire Dieu. Donc, où je suis, où j'accepte ce que je suis, où j'ai créé un monde avec des personnes que j'ai créées, que j'ai recréées, que j'ai détruites ou que j'ai construites, mais des personnes qui valent la peine de vivre. Des personnes qui me disent, voilà Maryse, j'ai besoin de vivre et tout, parle de mon histoire. Et quand je parle de ça, quand je sors ça, je me dis, voilà, j'ai rendu justice à quelqu'un ou à quelqu'une, mais pardonnez d'avoir accordé. Donc, je rends justice et je porte le poids de cette personne autre, peut-être qui est loin, qui est près et tout. Parce que avec mes histoires, je m'inspire de tout et de partout. Et quand je sors ça, je me dis, voilà, j'ai fait ma part par rapport à l'humanité. Et c'est maintenant, cette fois, à l'humanité, au monde de prendre et de se dire que voilà, conscience ou pas conscience, on continue. Maryse, avant qu'on chute, quand on te lit, on sent, personnellement, je sentis une description de la ville et ça m'a tout de suite fait penser à Gray, parce que Gray, je dis toujours que c'est un bon conteur. Il sait compter très bien et en parlant de description de la ville, c'est quoi cet amour pour le Lubumbashi? Parce que dans Annualité, on sent cette description, dans Elikia, on sent la même chose. Dans Empreinte, là, c'est carré. En fait, moi, j'étais même tenté de suivre les itinéraires. Fallait les faire, hein? Jusqu'à aller voir où résidait Gola, finalement. Okay. C'est quoi ces rapprochements? Est-ce que c'est cet amour envers le Lubumbashi de compter aux autres ce que la vie de Lubumbashi? Pour moi, le Lubumbashi, c'est mon identité. C'est ma personne, c'est ma vie, c'est moi, c'est beaucoup de choses. Alors en parlant de Lubumbashi, c'est que je veux représenter un monde qui m'appartient. Je veux m'identifier, je veux poétiser ma vie. Et quand je sors de Lubumbashi, c'est que je lis de Lubumbashi, c'est que je vois dans les rues, dans les avenues, dans les quartiers et tout, sont des choses qui impactent, qui influencent ma personne. Et quand je parle de Lubumbashi, je veux que tout le monde puisse savoir que voilà, c'est Lubumbashi et tout. Rien d'exagéré, rien de sorti d'ailleurs et tout.
mais des choses qui décrivent la réalité à Lubumbashi, les avenues, les rues, la ville, les quartiers, les bidonvilles et tout. Pour moi, Lubumbashi, vraiment, c'est une identité personnelle, mais c'est aussi ma façon à moi de poétiser ma vie. Et s'il fallait dire 2 ou 3 astuces, conseils à toutes ces jeunes filles qui aimeraient un jour écrire, aussi marquer de leur empreinte le monde de la littérature, mais qui peinent à s'élancer parce qu'elles sont timides, parce qu'elles ont peur, ou parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, quelles sont les astuces que Maryse peut partager avec eux? Déjà, pour moi, c'est de croire en ses rêves, mais aussi d'avoir la volonté d'oser. Et après, c'est d'écrire, de lire, des choses habituelles en fait. Si tu aimes bien lire sans écrire, continue à lire. Mais si tu aimes aussi écrire, écris. Et j'estime que pour bien commencer à écrire, il faut commencer par ce qui est au fond de soi. Il faut commencer par écrire ses émotions, ses sentiments, ses vécus en fait. Il faut commencer par se raconter ça. Et puis après, on peut écrire pour les autres. C'est ma façon à moi de... En fait, ça c'est pour moi. Je ne sais pas après s'il y a quelque chose qui peut être à prendre, mais après mieux. Merci beaucoup Maryse de t'être déplacée et d'avoir voulu échanger avec nous. Merci Jean-Marc. Vous l'avez compris, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, c'est la fin de ce magazine. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe de la production, la sœur Marie-Justine, ainsi que la supervision et coordination générale de Monseigneur Adolphe Solochi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte YouTube d'un livre de 1000 idées. Abonnez-vous, partagez énormément les liens, espérons vous retrouver prochainement. D'ici là, au revoir.